Bonsoir à tous. C'est une première au Burkina. Ce soir, le président du Faso est face aux citoyens. Pendant 90 minutes, Roch-Marc Christian Kaboré va répondre aux questions des Burkinabés. Dialogue citoyen est une émission de la CODEL et Diakonia en partenariat avec la RTB et va aborder la gestion des 100 jours de pouvoir du président Kaboré. 100 jours peuvent paraître courts, mais c'est une tradition démocratique qui date de 1815 et qui permet de jauger la trajectoire d'un régime politique. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, et bienvenue. Merci beaucoup. Pour conduire cette émission, je suis avec mon confrère Edmond Koulibaly d'Impact TV. Bonsoir, Edmond Koulibaly. Bonsoir, Simon Gongo. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Alors, Koulibaly. merci d'avoir accepté de soumettre vos actions, votre gouvernance que vous voulez vertueuse à la critique de vos concitoyens. Un exercice qui est en tout cas le premier du genre, en tout cas de mémoire de Burkinabé. Au cours de cette émission radio-télévisée, les Burkinabés auront donc la latitude de vous poser des questions, de vous faire part de leurs préoccupations, mais aussi de leurs attentes, des attentes qui sont très fortes quand on sait qu'on est sorti d'une insurrection et bien sûr le Burkina Faso est sorti d'une transition. Et Dialogue citoyen a pour socle les résultats du sondage mené par la CODEL qui est la convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections et son partenaire Diakonia. Et cette émission sera bâtie autour de 3 points essentiels du Rochmètre. Le Rochmètre qui est l'outil opérationnel de la plateforme Pésimètre. Eh bien, 2052 répondants, un échantillon de 2052 répondants ont fait part de leur perception quant au respect de vos engagements, des engagements que vous avez pris et qui vous ont permis d'être élus le 29 novembre dernier. Et sous l'angle des secteurs sociaux prioritaires, leur niveau de satisfaction et par rapport à des faits majeurs, des 100 premiers jours de votre gouvernance, sous l'angle, les enquêteurs ont appelé ça les tendances lourdes. Et enfin, la confiance quant à la trajectoire de la gouvernance que vous avez empruntée dans la perspective du changement promis. Voilà, ce sont donc les grandes lignes de cette émission, Monsieur le Président. Sachez que le signal de cette émission sera repris par Radio Burkina, Omega FM ou encore Burkina Info. Et pour les téléspectateurs, vous pourrez nous appeler au 25 31 83 53 ou encore au 70 30 13 11. Vous pouvez également poster vos messages sur Facebook, Pésimètre BF, ou encore sur Twitter, Pésimètre BF. Voilà, Monsieur le Président, on l'a dit, c'est une première. Déjà, vous avez accepté venir sur ce plateau. Comment vous vous sentez actuellement? Je dois dire que je me sens très bien dans la mesure où, lorsque CODEL et Diakonia sont venus me voir pour me proposer donc cet exercice, c'est vraiment sans hésitation que j'ai accepté. J'ai accepté parce que, en tant que président du Faso, j'ai un devoir de communication avec les citoyens, un devoir de rendre compte, un devoir également d'informer les citoyens. Et de ce point de vue-là, je dois dire que c'est avec vraiment une grande satisfaction que je suis là. Et je voudrais féliciter et la CODEL et Diakonia d'avoir procédé à cet exercice en liaison évidemment avec la RTB. Et je crois que c'est un exercice à répéter et je suis tout à fait disponible pour ça. Alors donc, on va commencer cette émission par ce que la CODEL et les enquêteurs ont appelé les tendances lourdes. Et nous allons parler de corruption, actualité oblige. On a suivi le rapport de la RCE cette semaine sur le sondage que nous avons ici. 62% des Burkinabés sondés estiment qu'ils ne sont pas satisfaits de votre manière de gérer pendant en tout cas les 100 jours de gérer les questions de corruption. Aujourd'hui, on a un rapport, un audit de la transition et on reproche à la transition de nombreuses irrégularités. Vous avez les conclusions désormais. Qu'allez-vous faire? Je voudrais peut-être tout d'abord préciser la procédure parce que je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans le sens de la lutte contre la corruption. Nous avons mis en place la SCE, qui est en même temps une institution de lutte contre la corruption. Lorsqu'elle fait son rapport, le rapport est déposé auprès des institutions ou des ministères concernés. Et les personnes qui sont mises en cause dans ce rapport répondent à la SCE. Ces réponses-là vont chez eux et ceux qui sont habilités par la suite à transmettre ces rapports à la justice
ce n'est pas le gouvernement. Alors, c'est pour dire que lorsqu'on accuse le gouvernement d'avoir des dossiers dans des tiroirs, de ne pas traiter un certain nombre de dossiers, nous ne pouvons qu'être surpris parce que nous considérons que nous avons pris des textes pour mettre une structure qui est chargée non seulement du contrôle, mais qui est chargée également de transmettre des dossiers soit au procureur de Faso, soit à la Haute Cour de justice pour que ce dossier soit traité. Donc, pour notre part, je pense qu'on nous fait un faux procès à ce niveau parce que, en ce qui concerne le gouvernement, nous avons lu les audits, nous avons demandé à chaque personne qui était concernée de répondre et lorsqu'ils ont le rapport définitif, il revient à la SCE d'engager la procédure judiciaire. Mais déjà, nous souhaitons recueillir votre sentiment par rapport aux irrégularités qui ont été constatées dans la passation des marchés de gré à gré. Apparemment, le phénomène a fonctionné à plein régime. Au lieu de 15%, qui est la norme communautaire imposée par l'UEMOA, ils sont allés jusqu'à 55%. Vous, en tant que chef de l'État, quel est le sentiment qui vous anime après avoir eu vent de toutes ces irrégularités-là? Non, je voudrais simplement dire que la transition a fonctionné sur la base d'une constitution et sur la base également de textes que nous avons pris ensemble. De ce point de vue-là, il n'y a aucune raison qui justifie qu'on puisse passer 55 milliards, 55% disons, de marché de gré à gré, même si on sait qu'on n'a qu'un à faire. C'est une erreur et je crois que c'est un irrespect des textes qui régissent justement, qui régissaient la transition à ce moment-là. Et je crois que ce que nous pouvons simplement constater, c'est que ces irrégularités ont été commises. Il y a eu des réalisations, certes, qui ont été faites, mais nous devons constater que c'était dans des procédures qui, somme toute, n'étaient pas normales et, somme toute, laissent planer le doute également sur des possibilités de corruption dans ce genre d'opération. Je crois que c'est ça. Et donc, ils doivent répondre devant la justice? Pour nous, il appartient, en tout cas en ce qui me concerne, nous verrons les conclusions sur lesquelles la SCE portera donc son jugement. Soit il l'envoie, je dirais, au procureur, soit, je dirais, il considère que bon, c'est des fautes tout à fait normales et que par conséquent, il n'y a rien à poursuivre. Mais je crois qu'il y a quelque chose quand même à faire. Peut-être une dernière question en rapport avec cet audit-là et le rapport de l'ASE. Quand on parle d'irrégularité, tout de suite les projecteurs sont braqués sur le Premier ministre, Yacouba Isaac Zida. Dans les journaux, son nom revient régulièrement. Alors que toutes les parties prenantes aujourd'hui, la plupart des partis politiques étaient représentés au sein de la transition. Oui, mais vous savez, on est représenté certainement au sein de la transition, mais nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Les responsabilités que j'assume, même s'il y a des ministres qui sont avec moi, il y a des niveaux de responsabilité qui ne dépendent que de moi. Et ce que je voudrais simplement dire, ce n'est pas une vision fixe sur le Premier ministre Isaac Zida. Parce que lorsqu'on parle de marché, c'est des marchés qui sont passés en conseil de ministres, donc c'est une responsabilité collective du gouvernement. Et ce que je voudrais également dire simplement, c'est qu'il faut noter qu'on ne doit pas partager le point de vue qui consiste à dire avant la transition c'était comme ça, donc ça n'a continué que pareil. Parce que la bataille que nous avons menée justement, c'est une bataille qui a été menée justement contre cette forme de travail, les marchés de gré à gré et les passe-droits, etc., etc. Et donc, l'objet de la transition, c'était de ramener les choses dans les règles. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a eu un grand manquement. Et comme le président même de la CE l'a dit, c'est un grand manquement. C'est le point noir de la transition. Mais il leur appartiendra de voir donc comment ils vont trouver les solutions à ces questions-là. Alors, Monsieur le Président, il y a cette affaire aussi de blanchiment des capitaux. On a entendu parler de 86 milliards entre-temps. D'aucuns pensent qu'il y a quelque part une chasse à la sorcière contre la transition. Non, d'abord, je devrais être suffisamment clair là-dessus. Je l'ai déjà dit, les 86 milliards ne relèvent pas de la transition. C'est une investigation qui a été menée sur 5 années. Et il se trouve que c'est maintenant, évidemment, que le point a été fait. Ces dossiers sont au niveau de la justice qui mène ces enquêtes. Et lorsque il serait fixé que véritablement c'est des sommes qui étaient frauduleuses,
la justice de mettre en action pour que les fautifs soient sanctionnés. Donc, je veux être clair là-dessus. Nulle part, il n'a été question de dire que c'est la transition qui assume les 86 milliards de blanchiment. Et je voudrais qu'une fois pour toutes, cela soit très clair. Le second aspect, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Parce que nous sommes un État, nous avons des règles de jeu, nous avons une autorité qui s'occupe en tout cas de faire le contrôle. Et je dirais qu'en dehors de cette autorité et des ministères ou de la présidence ou du premier ministère qui reçoivent des dossiers, il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi je voudrais simplement dire, nous n'avons pas, nous, demandé les investigations. Le premier ministre Zida, lui-même, a dit qu'il souhaitait qu'il y ait des investigations sur la transition. Lorsque je suis arrivé à la présidence, le président du FASO avait déjà fait lui-même l'audit de la présidence, qu'il m'a remis en disant « je m'en vais, j'ai demandé qu'on fasse un audit pour des questions de transparence, je te remets les conclusions et à vous de voir la suite que vous allez donner ». Donc je pense qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières, nous ne faisons que suivre les travaux et les contrôles que la SED a eu à faire. Donc il n'y a aucune chasse aux sorcières, je peux vous assurer sur cette question. Alors on va évoluer, voilà, on va évoluer dans les échanges. On va aborder un autre aspect. Au niveau des tendances lourdes concernant le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, il y a 52,30% de personnes qui ont été sondées qui ne sont pas du tout satisfaites de la façon dont cette question a été réglée. Alors, Monsieur le Président, vous avez décidé de régler cette question de façon diplomatique. Et cette option diplomatique, les citoyens aimeraient savoir qu'est-ce que cette option diplomatique renferme. Heureusement que nous résolvons les questions de façon diplomatique, parce que jusqu'à présent, le mandat de Guillaume Soro est toujours intact et nos relations avec la Côte d'Ivoire aussi sont suffisamment intactes. Je pense qu'il était important, en tant que président du FASO, que nous puissions en même temps, tout en considérant que la procédure est toujours engagée contre Guillaume Soro, que nos rapports avec la Côte d'Ivoire également soient consolidés, soient renforcés, parce que c'est des relations que nous ne pouvons pas rompre sur le simple fait qu'il y a un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Et je crois comment arriver à concilier, puisque la question est déjà en justice, la justice est en train de faire son travail et la voie diplomatique vient s'ajouter, comment arriver à concilier ces deux positions voilà, pour un aboutissement heureux de cette affaire? Non, comme vous le savez, dans les relations que nous avons, vous voyez bien que nous avons eu plusieurs occasions entre le président Alassane Ouattara et moi-même de nous rencontrer. Et vous avez vu que nous avons engagé le travail pour le renforcement des rapports entre nos pays et que la question du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro ne constitue pas le point nodal de nos discussions que nous nous voyons. Ça veut bien dire que la justice fait son travail, mais en tant que président de FASO, je fais mon travail aussi, qui est de renforcer et de consolider l'amitié entre nos deux pays. Alors, Monsieur le Président, parlant de ce push manqué, il y a aussi, depuis ces derniers jours, la question des hauts gradés qui ont été interpellés à répondre devant la justice. On a appris qu'il y a des rififis au sein de l'armée. Vous êtes aussi ministre de la Défense. Est-ce que vous vous rassurez aujourd'hui que tout va bien au sein de l'armée? C'est vous qui me dites qu'il y a des rififis. Pour ma part, je considère simplement que pour l'instant, à ce que je sache pour l'instant, aucun gradé ne s'est présenté devant la justice militaire pour le moment. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des rififis au sein de l'armée. Sinon, je pense que je m'occuperai beaucoup plus de ça que d'être devant vous sur votre plateau aujourd'hui. Alors, Edmond Coulibaly... Voilà, donc nous allons tout de suite aller donc du côté, nous allons donc poser la question à un citoyen qui est sur ce plateau, c'est Dialogue Citoyen. Nous avons donc posé les toutes premières questions pour vous mettre dans le bain. Monsieur Mohamed Zongo est retraité, il est sur ce plateau et il a une question à vous poser par rapport à vos 100 jours. Monsieur Zongo, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président. Moi, j'ai une préoccupation et je vais parler de la moralisation
modernisation de l'administration publique. C'est ma préoccupation porte sur ça. Parce qu'on constate que toujours dans l'administration, il y a les mêmes mots qui perdurent. Et les retards, l'absentéisme chronique, la corruption, et toutes les malversations. Donc tous ces mots perdurent toujours. Malgré la présence, par exemple, au sein de nos structures ministérielles, des corps de contrôle. Par exemple, les inspections techniques des services font le travail, malgré tout, cela perdure. Il y a aussi au niveau de chaque département ministériel et des institutions, chaque département doit disposer d'un conseil de discipline. C'est un organe consultatif qui est en matière de sanctions disciplinaires pour les fautes professionnelles. Malgré tous ces organes qui sont à notre sein, il y a beaucoup de mots qui continuent de gangréner notre administration. Monsieur le Président, pour rompre par exemple avec le passé, quelle est votre politique pour résoudre ce problème au sein de notre administration? Pour d'abord dire concernant les conseils de discipline dans les ministères, je voudrais raconter une petite anecdote parce que lorsque nous avons pris nos fonctions, on a demandé à la SE de nous sortir tous les cas de malversation avec les noms des intéressés, les montants, pour que nous puissions procéder à un licenciement de tout ce monde collectivement. Mais il s'est trouvé que nous sommes dans un état de droit. Il faut passer par le conseil de discipline. Et force est de constater que dans la plupart des ministères, c'est des conseils qui sont inopérationnels. Donc, ça veut dire que nous avons demandé à chaque ministre de travailler à remettre ces conseils en place de manière à ce que les sanctions puissent être prises. Parce que vous savez très bien que, pour ma part, je voulais qu'on prenne un décret et qu'on fasse le licenciement. Mais l'expérience nous a montré aussi que, sous la Révolution, nous avons licencié un certain nombre de personnes, justement, sans passer par la procédure de l'état de droit, et car par la suite, nous avons été tenus de dédommager à coups de milliards ces personnes-là qui avaient été considérées comme étant injustement licenciées au regard du droit. Je pense que nous devons moderniser l'administration publique, c'est une obligation. Nous avons dit que le développement du Burkina Faso, c'est un développement individuel, mais c'est un développement collectif. Si nous ne participons pas individuellement à faire correctement notre travail, nous n'apportons pas notre pierre à la construction du pays. C'est ça le problème. Et vous savez très bien que plusieurs fois, il a été question de faire en sorte qu'il y ait des badges qui permettent de pointer l'heure d'arrivée, le départ. Mais ça a été, les travailleurs étaient les premiers à dire qu'ils sont contre. Alors, si on est contre, ça veut dire au moins qu'on se donne le devoir d'assumer ses missions. L'administration générale ne peut fonctionner. Le développement du pays ne peut arriver à son terme que si chaque Burkinabé à son poste de combat mène correctement ses activités. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et nous avons dit qu'il faut effectivement, des instructions ont été données également à ce que, aussi bien au niveau des ministères, concernant les retards. Parce que la première des choses, il faut que le ministre soit d'abord lui-même à l'heure. Si le ministre arrive à 9h, les gens arriveront à 8h. S'il arrive à 10h, les gens arriveront également en fonction de ses heures d'arrivée. Donc, le premier exemple d'être à l'heure au bureau, ça doit être le ministre. Et en fonction de ça, il peut maintenant visiter ses bureaux et voir les absents pour pouvoir, à ce moment, prendre les dispositions pour soit les avertir, soit les sanctionner au fur et à mesure du constat de la présence ou non. Je me rappelle quand j'avais commencé à travailler à la BIB, nous avions un directeur général et commençait le travail à 5h30. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, vous arrivez tous les 4 soirs à 5h30. Parce qu'il peut vous appeler pour vous demander un dossier. Alors, donc je crois qu'il y a un effort
individuels et collectifs que nous devons faire, il faut que le Burkinabé sache que ce n'est pas en venant pas au travail, ce n'est pas en faisant preuve de laxisme qu'on va développer le Burkina Faso. Ce n'est pas non plus en demandant pour faire un papier 1000 francs à quelqu'un qu'on participe au développement de son pays, parce que c'est un des facteurs que nous avons perdu, c'est l'intégrité. Nous devons fonder tout notre travail sur des valeurs. Valeur du travail bien fait, valeur d'être à l'heure au boulot, valeur de servir les usagers qui viennent quotidiennement. Mais je dois dire que ces valeurs-là sont perdues. Et je crois qu'il nous appartient tous de reprendre vraiment le chemin, je dirais, du sérieux, de l'intégrité et vraiment de la contribution au développement de notre pays. C'est ça qui, je crois, qui ont des aspects que nous allons développer pour permettre à chaque Burkinabé de participer et d'assumer correctement ses missions. Alors, en attendant de prendre les questions au téléphone, Monsieur le Président, nous avons sur ce plateau Elondi Zongrana, elle est élève en classe de terminale, elle a une question pour vous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et quelles mesures pouvez-vous prendre face aux effectifs pléthoriques, surtout dans les salles de classe des écoles publiques? C'est vrai, nous avons, dans le cadre du programme que nous proposons au Burkinabé sur les 5 ans, promis que d'ici 2020, des efforts seraient faits de par les constructions d'écoles pour que nous ramenions les effectifs à 50 par classe. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des écoles où les effectifs sont parfois à 100 personnes par classe. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas espérer que des enfants puissent réussir. De ce point de vue, je veux dire que pour l'instant, nous sommes dans une contrainte de la situation que vous connaissez et nous avons pris l'engagement de construire autant d'écoles pour permettre effectivement à nos enfants de pouvoir être dans les meilleures conditions de réussite scolaire. Le second problème sur lequel nous devons également travailler, qui est concomitant, c'est de faire en sorte que également nous puissions faire un effort sur le taux de natalité. Parce qu'aujourd'hui, la progression est de l'ordre de 3,6 par an au niveau du taux de natalité. Ça veut dire que plus il y a d'enfants, plus nous courons, je dirais, après les problèmes. Ça veut dire que nous devons être conscients que finalement, en tant que parents, l'éducation de nos enfants est une priorité. Et c'est un travail que nous devons faire tous, en sensibilisant nos parents au village, que ce soit la société civile, que ce soit le gouvernement. Nous devons parler le même langage pour expliquer que quand on a 15 enfants, il est évident qu'il y a une déperdition importante en termes de contribution au développement de notre pays. Donc, c'est pour dire que le problème qui est posé est un problème réel et je dois pouvoir vous assurer que dans les 5 ans à venir, en 2020, nous aurons progressé largement sur ces questions-là. Alors, Monsieur le Président, on nous signale qu'il y a un téléspectateur au bout du fil. Il s'appelle Amidou Ouedraogo. Il va s'adresser à vous. Très bien. Nous l'écoutons. Ici, Monsieur Amidou Ouedraogo, j'appelle de Bobo Dioulasso. En fait, je voudrais poser la question au président du FASO par rapport effectivement à la journée nationale du paysan. Voilà, ça concerne effectivement les 500 millions qui sont alloués pour l'organisation de la journée. Là. Je voulais demander au président du FASO, est-ce que les 500 millions-là n'auraient pas pu servir effectivement à réveiller les unités ou du moins à soutenir les unités au niveau de la région de l'Ouest, Filta, qui a des peines, qui a de la peine plutôt à satisfaire effectivement les différents du pays qui se plaint tout le temps. Monsieur le Président. Je n'ai pas bien compris. Alors, il y a 500 millions qui sont alloués à l'organisation de la journée nationale du paysan. Est-ce que ces 500 millions n'auraient pas pu servir à réveiller, par exemple, Filsa Bobo Dioulasso, qui souffre? Je voudrais dire que mon point de vue sur la journée du paysan, et je crois que
c'est la dernière journée de paysans que nous allons organiser sous ce format. Parce que j'ai déjà instruit le ministre de l'Agriculture pour qu'une réflexion soit menée, pour que la journée du paysan ne soit pas simplement une sorte de foire, mais que nous puissions avoir un format beaucoup plus réduit, beaucoup plus efficace en proposition pour améliorer notre agriculture. C'est pour dire que fondamentalement, je suis d'accord avec lui, que nous devons réduire ce type de dépenses et nous devons trouver de nouveaux formats qui nous permettent, en tout cas, de mener cette journée du paysan avec une certaine efficacité, avec des propositions qui permettent effectivement de contribuer au développement de notre agriculture. Je lui dis simplement que c'est le dernier format dans ce style-là que nous allons tenir. D'accord. Alors, nous avons aussi sur ce plateau M. Nebié Arouf de l'association des jeunes. Il n'a pas précisé le nom exact de l'association. Alors, posez-vous votre question au chef de l'État. Merci. Donc, je suis Nebié Arouf. Je suis le coordinateur national du réseau Jeunesse et Politique en Afrique de l'Ouest. Et ma question est relative à la gouvernance, voilà, et précisément à l'implication des jeunes dans la gouvernance au niveau national. Il faut dire que la jeunesse burkinabé, qui est bien sûr la majorité de la population, a joué un rôle important depuis 2014. Et ils ont joué effectivement un rôle moteur, voilà, dans l'alternance Burkina Faso jusqu'aux élections qui vous ont conduit au pouvoir. Et moi, la question que je vais poser, c'est quelles sont les mesures qui sont prises pour que cette jeunesse-là, qui a beaucoup donné, puisse être impliquée effectivement et efficacement dans la gouvernance de la chose publique. Je voudrais dire que vous avez bien raison. Nous devons beaucoup à la jeunesse pour son engagement et qui a fait aboutir les 30 et 31 au départ du régime de Blaise Compaoré et à l'instauration donc de la transition dans notre pays. Au niveau de la gouvernance, les efforts doivent être faits pour que les jeunes également participent au niveau de la gestion du pouvoir. Nous avons tenté, comme nous le pouvons, de faire en sorte qu'au niveau du gouvernemental, nous puissions effectivement faire venir des jeunes. Également, je voudrais dire qu'au niveau également de l'ensemble du dispositif, que ce soit les jeunes, en jeunes, je parle jeunes aussi bien en termes d'hommes que de femmes, nous devons faire l'effort donc qu'ils puissent participer à tous les niveaux, à l'administration, à la participation aux élections, aussi bien municipales, législatives, etc. C'est vrai que pour le démarrage, je ne dirais pas qu'on a raté le coche, mais en tout état de cause, nous devons, je dirais, relire nos copies pour permettre effectivement aux différents partis politiques de travailler également dans le sens de rajeunir et les directions et les candidats pour permettre effectivement à cette jeunesse de participer. Le second aspect, c'est que notre engagement également, c'est de faire en sorte que la jeunesse ait du travail. Parce que le plus gros problème, qui n'est pas un problème typiquement burkinabé, c'est que cette grande masse qui a de l'énergie, qui a de l'intelligence, sont relégués à des positions de chômage. Donc le rôle de l'État, c'est de trouver des emplois. Dans ce sens-là, nous avons, de façon spontanée, fait un certain nombre de propositions. D'abord, nous avons proposé à ceux qui sont à l'université, le bac plus 2, qui ont un bac plus 2, de pouvoir recruter 4200 jeunes dans le cadre d'un projet et d'un programme de l'appui des jeunes à l'éducation. Deuxièmement, nous avons également, dans le cadre des actions communautaires, dit qu'également au niveau de chaque village, il y aura également 2 jeunes qui seront pris pour participer à la lutte préventive contre les maladies et également à la sensibilisation des populations sur tous les problèmes de société. Ils seront formés, ils auront des matériels didactiques et ils bénéficieront d'un soutien de l'État pour le faire.
Monsieur le Président, est-ce que ce ne sont pas des mesurettes parce que c'est conjoncturel? Non, ce n'est pas des mesurettes parce que c'est structurel. Au-delà de 2-3 ans, qu'est-ce que ces jeunes-là vont devenir? C'est structurel. Parce que d'abord, pour les enseignants, au bout de leur période probatoire, parce qu'ils ont 6 mois de formation, ils seront intégrés à la fonction publique. Une fois qu'ils auront fini les tests sur le terrain, 1, 2 ans, selon les textes, ils seront intégrés à la fonction publique. Pour les personnes que nous recrutons dans les villages à thème communautaire, je suis pour le travail communautaire, je dois vous dire que ce n'est pas nouveau. Ils étaient payés comme contribution à 5 000 francs. Ça existait déjà. Nous avons décidé de les accompagner un peu plus, en fonction des moyens de l'État, puisque je dois vous dire également que le budget sur lequel nous sommes n'est pas un budget, je dirais, de notre régime à nous, de notre pouvoir à nous, puisque nous sommes venus trouver un budget qui avait déjà été adopté. Que vous avez dû apporter des réaménagements. La fonction publique, mais nous allons recruter 19 000 personnes. Donc, je veux dire, ça, c'est les actions. Mais de façon structurante, si nous n'impliquons pas l'action du secteur privé, les investissements de l'État, pour créer des activités qui créent des emplois, il va être difficile de résorber le chômage. Si nous ne formons pas au plan professionnel, comme nous l'avons dit, nos enfants dans l'école, pour qu'ils apprennent des métiers, pour pouvoir s'auto-employer avec l'appui de l'État, on aura toujours des chômeurs. Ce qu'il faut enlever dans l'esprit, c'est que aujourd'hui, tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire. Nous devons développer l'initiative privée chez nos jeunes, le besoin de création. Mais cela nécessite l'appui de l'État pour leur permettre d'avoir les moyens de pouvoir s'installer, soit après une formation, soit parce qu'ils ont des projets sur lesquels ils veulent effectivement contribuer. Alors, Monsieur le Président, on va revenir sur ces questions de mesures, mais nous allons voir sur le site de Présimètre, puisqu'il y a des internautes qui interviennent aussi. Okay. Et là, nous avons un internaute qui voudrait votre réaction sur la situation de Nagaré, où des élèves en manifestation ont dû déchirer le drapeau national. Je pense que le ministre a déjà dégagé notre position. Nous avons dit que les sanctions les plus énergiques doivent être prises contre les élèves qui non seulement ont manqué de correction vis-à-vis de leurs professeurs, mais également les ont pourchassés jusque dans leur maison pour les brûler, vivant en écartant des persiennes pour mettre de la paille avec du feu. Je crois que c'est inacceptable. Mais c'est lorsqu'on parle de l'incivisme, je dis toujours, l'incivisme, ce n'est pas l'État seul qui doit résoudre les questions de l'incivisme au Burkina Faso. L'incivisme, d'abord, c'est les valeurs qu'on donne dans la famille. C'est ça qui est important. Si un enfant est dans une famille et il n'y a aucun guide, il n'y a pas de valeurs qui sont développées pour lui montrer le respect de la chose publique, le respect des instituteurs, etc., etc., je veux dire que nous-mêmes, nous créons le lit de l'incivisme. Parce qu'il n'est pas admissible qu'un enfant qui va à l'école ne sache pas qu'il doit respecter son professeur. Il n'est pas acceptable qu'un enfant qui va à l'école, en fait la levée du drapeau national, déchire le drapeau et le brûle. Ça veut dire que nous devons savoir que la question de l'éducation, lorsqu'on en parle, ce n'est pas simplement aller à l'école. C'est un travail collectif. C'est un travail de famille. Si la famille ne donne pas des valeurs aux enfants, eh bien, ils se retrouvent, comme je dirais, sans guide, et ils font de n'importe quoi. Et je crois que cela doit nous amener à nous remettre tous en cause et à interpeller les parents. Est-ce que vous avez les sanctions en tête, par exemple? Là, je pense qu'il y a une enquête qui est faite, je ne veux pas dévancer en vous disant quelles sanctions nous allons prendre. Mais c'est la même chose. Vous avez vu la dernière fois, des jeunes ont violé une fille à Fada. Ils ont été arrêtés, mais les gens sont allés saccager le poste de police. Ouais.
vous voyez que ça ne s'en fait pas sérieux. Du tout. Alors, c'est pourquoi je vous dis, l'incivisme, travaillons, l'État prendra les mesures, les sanctions, mais je crois qu'autour de nous, chacun doit faire ce travail. Dans chaque famille, nous devons travailler à ce que nos enfants aient une bonne éducation. Nous avons aussi des réactions sur Twitter, des citoyens qui suivent cette émission et qui ont aussi des questions à poser. L'Aiguillerie pose la question comment va se faire l'encadrement des Congolais, puisque c'est l'option qui a été finalement retenue. Monsieur le Président, est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter à la question? Puisque ce sont des citoyens qui ont des armes par derrière eux, comment est-ce que cette cohabitation avec les forces de l'ordre va se faire? Non, je dois dire que vous savez que dès le départ, quand les problèmes de Kogolwego se sont posés, nous avons été très clairs. Nous avons dit qu'il y ait des citoyens qui s'organisent pour aider les forces de l'ordre à lutter contre le banditisme est une chose, mais que ces citoyens-là outrepassent ce Rubicon pour sanctionner, récupérer de l'argent vis-à-vis d'autres citoyens, nous avons dit que c'est inacceptable et que chacun qui dépassera le Rubicon répondra devant la justice. Monsieur le Président, je voulais juste rappeler un chiffre concernant le sondage. 59,10% des Burkinabés ne sont pas satisfaits, en tout cas de la façon dont cette question des Kogolwego a été réglée. Il y a eu beaucoup estiment qu'il y a eu beaucoup d'hésitation au départ. Je voudrais dire simplement ceci, que de façon générale, tout le monde a demandé à ce qu'on crée une passerelle de dialogue avec les Kogolwego. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes des citadins, nous avons une vision de ce que c'est que ces Kogolwego-là et nous avons notre appréciation. Mais je dis, quand vous allez dans les villages, vous allez dans les provinces, vous faites ce même sondage, 95% des populations soutiennent les Kogolwego. C'est ça la réalité. Maintenant, c'est notre devoir en tant qu'État de ramener tout ce dispositif-là dans un ordre qui permet que s'ils attrapent des voleurs, ils les remettent aux forces de sécurité. Et c'est ce travail que le ministre d'État est en train de faire à travers ces différentes rencontres qui vont peut-être permettre, au terme de ces différentes rencontres, de pouvoir définir un cadre dans lequel ce travail va se faire. Il y a aussi la question de rémunération. Par exemple, ou, parce que c'est des gens qui détiennent quand même des armes par devers eux. Vous savez, la question des armes de chasse, ce n'est pas nouveau. Les Dozo, tous les jours, ils tirent vers l'ouest là-bas avec leurs armes. C'est des chasseurs. Donc, on ne va pas aller, ce n'est pas des Kalachnikov, ce n'est pas des lance-roquettes qu'ils ont. Donc, je pense que beaucoup de Burkinabés, même en pleine ville de Ouaga, sont détenteurs d'armes dans l'illégalité. Alors, c'est pour dire, la question des armes est une chose, mais je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas dramatiser plus qu'il ne faut. Il y a eu une période où l'État et la justice ont monté sa fermeté. Malgré les barrages de route, malgré ce qui s'est passé, la justice est restée intransigeante. Et je crois que cela est à féliciter et à montrer que personne, comme j'ai dit, nul n'est au-dessus de la loi. Qu'on soit Kogolwego ou pas, c'est pareil. Monsieur le Président, on a vu que dans d'autres pays comme au Soudan, notamment dans la région du Darfour, ça n'a pas marché avec les Janjaouites. En République centrafricaine, avec les anti-Balaka, ça n'a pas donné. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous engager sur une voie un peu dangereuse qui peut avoir des conséquences négatives pour le Burkina? Chaque pays a son expérience. Et ce qui n'a pas réussi chez l'autre, ce n'est pas forcément évident que ça ne réussisse pas chez un autre. C'est pourquoi je voudrais dire que nous sommes dans notre propre expérience. Nous avons la chance qu'au Burkina, nous avons encore cette vertu du dialogue. Et je crois que dans d'autres pays, il n'y en a pas. Nous avons une vertu du dialogue. Et ce dialogue-là nous a permis, au moment les plus difficiles, de trouver les solutions appropriées. Et je crois que nous devons rester sur cet axe-là, que le Burkinabé et le Burkina a ceci de particulier, que quel que soit le mode de confrontation dans lequel nous sommes, nous cherchons toujours, par le dialogue, à sauver le pays. Et ça, c'est important pour moi, et je crois que c'est ce que je retiens,
Et c'est ce sur quoi je fonde l'espoir que ça marchera. Et vous verrez avec nous que nous contribuerons tous ensemble à travailler contre justement le banditisme au niveau du Burkina Faso. Alors sur cette question de sécurité, Monsieur le Président, il y a Joseph Zoundi qui nous appelle de Loudalan, à Gorom Gorom. Nous allons écouter sa question. Moi, c'est Zoundi Joseph. Je vous appelle de la province de Loudalan. Ok, moi, ma question c'était toujours par rapport à la question de sécurité, qui est toujours, en tout cas de jour, dans notre contrée. Pour moi, je voulais poser la question à M. le Président pour voir les dispositifs réellement qu'ils ont pris pour pouvoir parler vraiment de dispositifs sécuritaires au niveau du Sahel. Parce qu'il faut reconnaître que réellement, présentement, la population souffre toujours. Monsieur le Président. Vous avez tout à fait raison. La région du Sahel, de l'Oudadan, sont des zones qui sont régulièrement infiltrées par des bandits qui attaquent évidemment des boutiques, pillent l'argent et repartent sur les frontières du Mali. Nous avons un dispositif certainement militaire de sécurité dans la zone, mais vous savez, ces zones sont très complexes. Et c'est pourquoi nous, malgré les patrouilles mixtes que nous essayons de mettre en place entre les différents pays voisins, on est toujours en retard d'une longueur sur la poursuite de ces bandits-là. Je voudrais simplement rassurer que nous sommes dans une discussion sous-régionale pour voir comment améliorer la sécurité des frontières, puisque vous savez très bien que nous avons des frontières sur 1000 km avec des pays voisins comme le Mali. Et que pour assurer vraiment la sécurité de ces frontières-là, c'est vraiment des difficultés. Et je voudrais en tout cas dire à celui de Loudalan qui vient de poser sa question, Joseph Zoundi, que nous sommes tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit et que nous continuerons à prendre les dispositions nécessaires au plan militaire, au plan sécuritaire de façon générale pour renforcer, je dirais, la sécurité au niveau de la zone Sahel. Voilà, ce qui nous amène ce qui nous amène à parler de la menace terroriste, 55,40%. Bon, je suis sur le plateau, je vais vous rappeler les chiffres qui nous ont été fournis par les enquêteurs. 55,40% ne sont pas satisfaits de la façon dont les attentats terroristes du 15 janvier ont été gérés. Juste après les attentats, on a vu que le dispositif sécuritaire a été renforcé, mais au fur et à mesure, on constate que bon, les Burkinabés ont renoué avec leur train-train quotidien. C'est comme si bon, la menace ne pointait plus à l'horizon. Oui, mais attendez, il y a deux choses qu'il faut peut-être signaler. Le Burkina Faso a été toujours pendant longtemps un havre de paix, où nous vivions tranquillement sans souci d'attentat. Le 15 janvier était quand même une semence, qu'on le veuille ou non, qui a secoué le Burkinabé. Bon, nous avons pu sortir de cette situation, mais avec 30 personnes 32 personnes, plus ceux qui sont décédés dans d'autres attaques vers le nord, qui sont mortes dans cette situation. C'est quand même une situation qui est désolante. Mais comme on dit, le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Si quelqu'un décide de rentrer et d'exploser ici, quels que soient les dispositifs que vous avez mis, je ne vois pas comment vous voulez l'empêcher. Il a décidé de mourir avec vous. Maintenant, l'attitude des Burkinabés après la crise, nous avons dit toutes les dispositions, que ce soit les dispositions sécuritaires, les dispositions de protection de nos sites les plus, je dirais, exposés, et on a dit il faut qu'on change nos habitudes. Il faut développer toujours de la vigilance, faire attention partout où nous sommes. Ne pas prendre les colis des gens parce que bon, c'est un ami qui a remis les remettre, etc. C'est des mesures de base. Mais nous ne sommes pas les seuls. Abidjan était plus récent que nous. J'écoutais sur RFI une dame qui se plaignait en disant voilà, les gens ont recommencé à vivre comme avant, c'est comme s'il y avait pas eu d'attentat. Ben non. Je pense que chaque Burkinabé doit également changer son comportement, développer plus de vigilance, être attentionné, ne plus négliger les choses qu'on négligeait hier.
parce que, vite fait, un attentat est arrivé. Comme vous avez vu, même dans les pays les plus développés, les moyens sont plus sophistiqués, ils ne sont pas épargnés, a fortiori nous, qui avons des moyens plus limités et qui, évidemment, nous défendons avec, comme je dirais, dans toute notre région, avec les moyens de bord. Mais je crois que la synergie que nous mettons en place entre l'ensemble des forces de sécurité, nous avons mis l'ANR en place, les forces de sécurité dans les différents pays permettent de pouvoir maintenant tracer concrètement la piste des terroristes. Et vous avez vu qu'à partir d'Abidjan, la réunion qui a eu lieu a permis déjà d'attraper 2 personnes au Mali, dont les téléphones ont été localisés sur ceux donc, des terroristes qui ont été tués. Donc c'est pour dire qu'il y a un progrès qui va se faire. Il faut que les Burkinabés changent d'attitude. Nous avons traité ce dossier et maintenant, un travail est fait pour non seulement renforcer les compétences de nos éléments antiterroristes, que ce soit de la gendarmerie, que ce soit de la police, que ce soit de l'armée, de manière à ce que nous puissions nous autonomiser et que nous puissions assumer, quand il y a un attentat, nos responsabilités en tant que force de défense et de sécurité burkinabé. Je crois que c'est ça l'objectif. Monsieur le Président, vous avez parlé de pistes. Ce qu'on reproche au Burkina, c'est que au niveau de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens ont réussi à remonter les pistes et à voir les personnes qui ont été impliquées à cet attentat de Grand Bassin. Mais au niveau du Burkina, jusque-là, on n'a pas d'informations claires sur les implications. Est-ce que vous pouvez dire ce soir qu'il y a des informations là-dessus? Est-ce que vous avez des informations précises sur des personnes qui ont été impliquées? Je voudrais dire que pour que les pistes soient remontées, c'est parce qu'il y a une action collective qui a été menée. Sinon, d'un pays, on ne peut pas remonter les pistes jusqu'à Bamako. Les pistes sont remontées parce qu'il y en a qui sont passés par Ouaga, qui ont téléphoné avec des portables du Burkina Faso, qui ont continué au Mali. On a tous reporté justement ces différents numéros qui ont permis à la sécurité malienne de mettre la main là-dessus. C'est pourquoi je vous dis, la synergie des efforts apporte toujours des bénéfices à l'action quand on travaille collectivement. Et je voudrais dire que, en tout cas, nous allons continuer avec l'ensemble des pays voisins de la sous-région à travailler à ce que, en tout cas, nous puissions anticiper. Parce que là, on a subi, on poursuit, il faut anticiper sur l'information pour permettre effectivement de mettre un frein à un certain nombre d'attentats qui seraient en train d'être préparés contre nous ou contre des pays voisins. Alors on va regarder ensemble le site du Présimètre. Vous lisez avec nous, Monsieur le Président, il est vrai que l'emploi des jeunes reste une priorité pour le développement de notre pays. Qu'est-ce que vous et votre gouvernement comptez faire pour inciter les jeunes de la diaspora qui sont souvent très qualifiés et qui veulent revenir au Burkina, mais qui sont souvent handicapés du fait de la distance et des procédures de recrutement? Ben, je pense qu'il faut quand même que, comme j'ai dit déjà lors de mes passages dans différents pays, il faut que ceux qui ont étudié dans les autres pays, que ce soit en Éthiopie, que ce soit en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils rentrent. Force est de constater aujourd'hui, si vous regardez l'administration burkinabé, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de personnes qui sont de la diaspora qui travaillent dans l'administration aujourd'hui. Moi, parfois, je regarde des CV, je dis, né en Côte d'Ivoire, né en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités, puisque ces personnes-là ont étudié également en Côte d'Ivoire et travaillent aujourd'hui au Burkina. Et ça, je crois qu'il faut encourager ces jeunes à rentrer, parce qu'ils peuvent travailler à travers les concours, mais peut-être également l'expérience qu'ils ont dans d'autres pays peuvent permettre de servir à faire des projets également ici, qui soient des projets innovateurs et qui permettent également de recruter du monde. Et ça me semble quand même quelque chose d'important. Et en tant que président du FASO, je les encourage tous à rentrer. Et que, évidemment, comme je demandais au ministère, il y a un site qui sera mis pour la diaspora, un site interactif, qui va permettre de voir également les qualifications, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les Burkina, on est là, mais il y a beaucoup de Burkinabés qui se trouvent dans des positions stratégiques importantes, de par leurs propres faits, leurs propres diplômes, sans que l'État ne les ait aidés.
Et ces gens, ils ont besoin aussi de retourner à leur pays, leurs connaissances, les possibilités d'investissement. Et nous recevons chaque jour dans ce sens, en tout cas, des messages de Burkinabés qui sont soit en Côte d'Ivoire, qui ont des projets, et nous les encourageons à venir discuter et à implanter ces projets ici, qui pourront créer de l'emploi également pour les Burkinabés. Nous allons donc suivre un téléspectateur qui suit en ce moment donc cette émission et qui a une question à vous poser. Idrissa Compaoré. Moi, c'est Compaoré Idrissa. Je suis dans l'arrondissement. Bon, moi, c'est actuellement à Yamsenga. C'était concernant au niveau du lotissement que nous, on voulait demander au monsieur le président avoir une idée comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Parce que, bon, présentement, les activités et ceux qui n'ont pas eu la parcelle, bon, vraiment, c'est un peu compliqué, quoi. Idrissa Compaoré qui vous pose une question. Non, je sais, monsieur Idrissa Compaoré, que la question des parcelles au Burkina, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À travers, donc, comme je dirais, les détournements de parcelles, le fait que ceux qui en avaient droit n'ont même pas eu, qui habitaient dans ces zones, etc., etc. Vous savez très bien qu'une investigation a été lancée et depuis, nous en attendons les résultats. Même l'ASE a fait un certain nombre d'investigations là-dessus. Mais je peux vous assurer que toutes les dispositions seront prises, en tout cas, pour que ceux qui ont droit à leur parcelle puissent les avoir. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la réflexion même qui est menée est de savoir est-ce que nous devons continuer à laisser les maires gérer les parcelles ou est-ce que nous devons gérer ça autrement pour être sûr que les parcelles reviendront à qui de droit et que finalement les maires, pour certains maires indélicats, ne vont pas se doter d'une centaine de parcelles dans le portefeuille ou par les ventes, ils s'enrichissent quotidiennement et deviennent des potentats de la zone. Et je voudrais donc dire que c'est une question que nous suivons et nous allons proposer probablement des solutions très rapidement sur ce point-là. Alors, Monsieur le Président, nous allons revenir sur ce plateau. Nous avons Monsieur Nomwende Kéré. Il est étudiant, il a une question pour vous. Wow. Excellent, Monsieur le Président. Ma question est relative à l'enseignement supérieur. Voilà, les problèmes au sein de nos universités ici se posent avec beaucoup d'acuité. Nul besoin de revenir sur les détails ici. Voilà. Donc, je crois que c'est pour cela d'ailleurs que dans votre programme de société, vous avez prévu d'inscrire l'enseignement supérieur au titre des priorités nationales, afin que l'enseignement supérieur puisse générer des cadres porteurs d'innovation pour le développement de ce pays. Alors, vous avez même prévu... Votre question précise? Oui, tout à fait. Vous avez prévu donc 5 amphithéâtres, 10 salles de cours, 5 laboratoires au moins dans chaque université publique. Alors, 100 jours après votre investiture, bon, sur le terrain, rien n'est encore fait. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, je confirme que c'est toujours d'actualité. Mais comme je dis, nous devons avoir une analyse qui tienne compte des réalités, parce que personne ne rêve qu'en 100 jours, nous pourrons faire 5 universités et tout ce que vous venez de dire. Nous avons pris l'engagement sur les 5 ans à venir que nous allons travailler à ce que nous puissions renforcer les capacités de l'université. Et je voudrais dire que déjà, la transition dans ces programmes d'urgence a déjà engagé des constructions de salles au niveau de l'université qui ne sont pas terminées, mais qu'on va achever au nom de la continuité également de l'État. Je voudrais également préciser qu'il y aura une cité universitaire qui sera mise en place à Ouaga 2, de 1500 lits, financée par la BADEA et le Fonds cohésion,
et que nous allons y construire également l'UFR des sciences et techniques. Enfin, vous savez bien qu'à Ouaga 2, qui devait être la zone où nous devons amener le plus d'étudiants, cette zone-là, on a des problèmes sur les terrains parce que nous n'avons pas dédommagé. L'État n'a pas dédommagé les propriétaires des terrains, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des belles constructions qui y sont, et si nous ne travaillons pas rapidement à régler les problèmes des terres, mais ce sont des installations qui vont se dégrader, parce que comme vous le savez, tout ce qui n'est pas utilisé se dégrade. Et c'est pour cela que nous avons dit au ministre de l'Enseignement supérieur de travailler avec les populations locales, les personnes ressources, pour que nous trouvions les voies et moyens pour régler le contentieux des terres et permettre donc de construire l'université, de construire beaucoup de cités, de manière à pouvoir regrouper le maximum d'étudiants sur place. C'est pour dire que je comprends votre impatience, mais en même temps, je vous dis que c'est une priorité nationale parce qu'il est important que tous les acteurs de l'enseignement supérieur se retrouvent. Les professeurs, les ministres, les étudiants, dans leurs différentes organisations, pour que nous discutions de l'université et qu'on sache où on va aller. Parce que nous avons dit, nous devons faire maintenant en sorte que l'université soit une base de formation scientifique et technique. Nous ne pouvons plus continuer à former des philosophes, des juristes, par milliers, qui n'ont pas de boulot. Nous avons dit également, c'est la même chose. Aujourd'hui, à la rentrée, il y aura peut-être 85 000 étudiants. Bon, vous voyez le nombre d'amphithéâtres à construire. Nous avons dit qu'il faut peut-être changer notre fusil d'épaule. Utilisons les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Mettons en là-bas l'accessibilité à Internet, de manière à ce que, et les cours, ça puisse être dispensé à travers donc, Internet aux étudiants, parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université, disons, dans les salles. Quand vous prenez par exemple déjà au CIAO, le professeur est là-bas, il y a 4 000, 3 000 étudiants, celui qui est au fond, il ne voit ni le professeur, il n'entend ni les cours. Donc, il faut innover. Il faut trouver des moyens technologiques qui permettent aux étudiants d'étudier les cours, qui leur permettent également d'avoir une bibliothèque virtuelle sur laquelle ils peuvent faire des consultations, etc., etc. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Parce que non seulement au niveau du ministère en charge justement des questions d'Internet, nous travaillons à ce qu'on puisse rapidement mettre en place le G-Cloud, mais en même temps, nous sommes en train de travailler également à ce que le backbone soit mis pour que tout le Burkina Faso, nous puissions être connectés au réseau Internet. Et je crois que c'est des progrès qui vont nous permettre d'améliorer un peu les conditions des étudiants. Bon, je ne parle pas des autres problèmes parce que ce n'est pas les seuls problèmes, simplement les études, mais c'est tous les problèmes qui concernent les conditions de vie difficiles dans lesquelles les étudiants se démènent tous les jours. Et je crois que nous devons travailler ensemble en le mettant comme priorité. C'est pour que les bailleurs de fonds aussi sachent que c'est un domaine sur lequel nous souhaitons qu'ils injectent et qu'ils nous aident financièrement, indépendamment de l'apport de l'État. Nous continuons d'enregistrer des réactions des citoyens qui suivent cette émission. Et sur le site de prismet.bf, il y a un internaute qui demande quelle est la situation actuelle du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition, pour le volet financement sous forme de projet de jeunes diplômés niveau Bac plus 2. Je pense que, comme je l'ai déjà dit une fois, le PSUT, dès son départ, n'avait que 10 milliards de moyens financiers. Alors, les 10 milliards sont épuisés, il n'y avait pas de ressources au niveau de l'État pour poursuivre. Nous avons décidé de boucler le financement dans le budget 2016. Ça signifie que nous allons terminer les amphithéâtres, tout ce qui concerne également les financements qui étaient mis en place dans les différents fonds pour appuyer les jeunes, seront en place pour qu'ils puissent bénéficier, s'ils ont des bons dossiers de financement, évidemment. Donc, c'est pour dire que le PSUT sera achevé en bonne et due forme. Et donc, tous ces volets
seront remis donc en route. Alors, Monsieur le Président, Évariste Kabouré, qui est du secteur informel, a une question pour vous. Nous allons l'écouter. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, ma question est la suivante. Voilà, quelles sont les opportunités et perspectives allouées pour la jeunesse du secteur informel? Bon, pour le secteur informel, notre vision est claire. Nous avons dit qu'il faut que, au niveau du secteur informel, ils apprennent à fédérer leurs efforts, à créer des groupements d'intérêt économique. Parce qu'ils ne peuvent pas se développer individuellement alors qu'ils n'ont aucun moyen. Quand on fait la même activité, si on se fédère, non seulement on gagne par le prix, mais également cela nous permet de mettre en place un mécanisme qui va permettre à ces structures d'être dotées d'une mini-comptabilité, de pouvoir bénéficier du soutien de l'État pour avoir des financements pour leurs activités, à condition de se formaliser progressivement. Donc pour nous, nous encourageons le secteur informel au regroupement. Parce qu'on se dit, bon, si on est seul, au moins on ne paie pas les impôts. Bon, mais ça ne peut pas, ça n'a pas d'avenir. Et c'est pourquoi nous avons dit, l'État est prêt, effectivement, à ce que s'il y a des regroupements, on est prêt à les aider à la formation en comptabilité, à la formation qui leur permette effectivement, une fois qu'ils ont ce dispositif, de bénéficier de soutiens financiers relativement plus importants qu'ils n'ont aujourd'hui pour développer leurs activités, mais en se formalisant. Donc notre position, c'est que nous voulons la survie du secteur informel, mais c'est une survie qui doit être organisée, qui doit être structurée, et non laissée comme ça, chacun va, il amène 2 pneus, 3 machins, bon, et puis bon, il ne s'en sort pas. Et ça nous évite également que des gros commerçants ne passent pas des gens pour s'informaliser pour rien. Parce qu'eux-mêmes, ils auront leur potentiel pour travailler pour leur propre compte. Et sur la base de cette réponse, c'est que pendant les 100 jours, vous n'avez pas en tout cas entrepris des actions fortes pour appuyer ces secteurs-là. À partir du moment où ils ne sont pas encore regroupés. Mais le secteur informel, vous savez très bien qu'il y a un fonds qui est dédié au secteur informel. Et ce fonds fonctionne. Donc, ce n'est pas ça la question. La question, c'est leur organisation. S'ils ne sont pas organisés, vous aurez même beau mettre des fonds, ça ne les ramène même pas nulle part. Parce que si c'est pour venir prendre 150 000 francs pour faire une opération, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment productif pour quelqu'un du secteur informel. Par contre, si on se réunit ensemble, nous faisons, mettons, des pneus, nous avons besoin de 2 millions, 3 millions pour faire une opération, c'est une autre envergure à l'opération que vous donnez. Et c'est ça que nous encourageons. C'est ça que nous discutons avec eux pour dire, fusionner, ayez une sorte de comptabilité minimale, participer au paiement de l'impôt, parce que c'est votre contribution aussi à l'effort national, et vous avez aussi votre argent que vous avez en bénéfice pour continuer à développer vos activités. Voilà. Alors Edmond, il doit avoir un téléspectateur. Voilà, une téléspectatrice qui nous appelle de Waïguya. Nous allons donc écouter sa question. Salamata. Ma préoccupation est la suivante. On a constaté qu'il y a des gens, il y a des administrateurs qui sont nommés SG, haut commissaire, gouverneur depuis des années. On dirait que c'est devenu une fonction à vie. Est-ce qu'il y a l'alternance dans ce domaine? Voilà, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a l'alternance aussi dans le nomination? Tout à fait. Je voudrais vous rassurer que des instructions ont été données au ministre d'État pour procéder justement à un changement au niveau aussi bien des gouverneurs, des hauts commissaires que des préfets. Donc, parce qu'il est tout à fait normal, je pense que pour toutes ces fonctions d'ailleurs, il faudra avoir des durées limites au bout desquelles
on est obligé de revenir à la base, qui est l'administration territoriale, et permettre à d'autres de la base d'aller également faire leur expérience dans ces différents compartiments. Donc, vous savez très bien que la décision a été prise depuis toujours, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les hauts commissaires, et que ce soit des administrateurs civils, en dehors des zones frontalières, où généralement c'est des militaires ou des policiers que nous avons mis, qui ont été installés à ces postes-là. Donc, c'est pour dire que ne vous inquiétez pas, très prochainement, vous allez voir donc les dispositions qui seront prises à ce niveau. Alors, Monsieur le Président, cette émission est vraiment suivie par les Burkinabés. Du nord, nous allons au sud. Il y a Ziba Amidou de Léo qui a une question pour vous. Ziba Amidou, je suis à Léo. Je voulais poser mon question concernant les militaires radiés en 2006. Bon, c'était pour demander voir si on pouvait nous pardonner comme ce qui est arrivé, c'est pas notre soir. Bon, on voulait demander tout simplement s'ils pouvaient nous pardonner pour ce qui est arrivé en 2011 là. S'ils ont pu pardonner, au moins, c'est de respect qu'on serrait la merde plus que nous. Vraiment, nous aussi, on demande qu'on nous pardonne aussi. Monsieur le Président. Non, je comprends très bien la question, mais je voudrais dire que en 2011, lorsque évidemment les militaires ont été radiés, suite donc aux mutineries qui ont eu lieu, je pense qu'il y a des procédures déjà qui sont engagées par ces militaires-là. Et nous pensons que si c'est en termes de pardon, je pense que le fait que nous soyons ensemble dans la même société, vivant ensemble, je crois que les Burkinabés ont déjà pardonné. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y a les possibilités de les reprendre dans les forces armées? Ils ont engagé une procédure judiciaire donc, qui est en cours. Et donc, je pense que, sans aller plus loin, nous attendrons les résultats de cette procédure-là. Alors, nous allons revenir sur ce plateau. Clémentine Sanon, elle est professeure. Alors, elle a une question pour vous. Nous allons l'écouter. Ma question est relative au manque de fil pour le tissage. Depuis quelques années, on observe un manque de fil pour le tissage. Et depuis la fin de l'année 2015, il y a vraiment un manque sérieux, créant des paralysies au sein de certaines coopératives de tisseuses. Dans la mesure où le Faso d'Anfani tend à être la tenue officielle, ma préoccupation est de savoir quelles sont les mesures qui seront prises pour résoudre cette préoccupation. Je vous remercie. En tout cas, je voudrais dire à Mme Sano que sa question est pertinente, puisque même déjà pour le 8 mars, les problèmes des tisseuses déjà, c'était des problèmes de fil. Alors, ça veut dire que la filature, nous n'avons que la filsat à Bobo, qui elle-même a un certain nombre, évidemment, de difficultés. Et je voudrais dire que l'engagement également que nous avons pris à ce niveau, c'est qu'il faut que véritablement on transforme le coton burkinabé au Burkina Faso. Nous ne pouvons pas simplement continuer à faire des balles que nous exportons ailleurs pour que les gens fassent des tissus, des chemises et viennent nous revendre. Donc, l'engagement, c'est à deux niveaux. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de filature au Burkina Faso. Et nous sommes déjà dans des discussions avec des partenaires et nous avons pris l'engagement également que nous puissions ressusciter une structure du type Faso-Fani pour pouvoir transformer une partie de notre coton localement, quitte à exporter le reste. Et ces discussions qui sont en cours, en 100 jours, nous sommes dans les débats, mais en 100 jours, nous ne pouvons pas les résoudre. C'est comme j'ai dit, il faut toujours relativiser, parce que même si depuis 1800, on parle de 100 jours, je pense que c'est pour que, véritablement, on sente si nous sommes sur le sillon, la vision de départ que nous avons, ou si nous sommes en train
je dirais, de caracoler sans une vision. Notre vision est très claire. Nous avons dit qu'il faut transformer le coton burkinabé. Et nous allons travailler à ce qu'il y ait une usine pour ça. Nous allons travailler également à ce qu'il y ait la filature, parce que de plus en plus, comme Mme Sanou le dit, le faso d'Anfani, c'est notre tenue. Personne, on n'impose à personne de le mettre, mais de plus en plus, aujourd'hui, le Burkinabé a besoin de montrer également ses propres valeurs. Et ça, c'est important. Et nous ne pouvons soutenir notre économie qu'en faisant de la transformation. Ce n'est pas en vendant comme des commerçants. Et cela est important, et je voudrais dire que la question est très pertinente, et en tout cas, nous travaillons à cela. Il faut qu'il y ait des filatures, mais qu'également il y ait une industrie qui va faire des pailles, des ceci, comme M. Faxofani le faisait avant. Alors, Monsieur le Président, ça nous permet de vous poser une question. Est-ce que vous serez prêt aujourd'hui à adopter le faso d'Anfani, justement, comme tenue officielle dans les grandes manifestations, je pense au CIAO et au FESPACO, la Semaine nationale de la culture? Non, je pense que peut-être que de façon très ponctuelle, nous pouvons, pour créer une petite dynamique. Parce que vous savez, tout ce qui est imposé est toujours un peu rébarbatif. Il faut amener justement par les types de modèles, les coutures, à faire en sorte que le Burkinabé lui-même sente la nécessité de porter parce qu'il est bien dans sa tenue. C'est pourquoi, évidemment, il y a des moments où certaines organisatrices d'activités disent « cette activité-là, pour venir, il faut être en faso d'Anfani ». Je pense que c'est une bonne chose. Mais on ne prendra pas un texte d'imposition parce que, vous savez, vous avez vu dans l'État comment c'était. Le faso d'Anfani est mieux porté aujourd'hui qu'avant. Parce qu'avant, à partir du moment où on dit de le forcer, bon, chacun achetait un petit truc, met dans son bureau, quand il arrive, il met ça et puis il s'assoit, et puis après, il s'en va. Et je crois que ce que nous voulons montrer, c'est que nous aimons notre pays et nous voulons aider également, par la transformation de nos produits, à développer une véritable économie nationale. Et ça, c'est important. On va passer au téléphone. Nous allons parler donc du dialogue avec les syndicats. Le sondage révèle que 40,20% de personnes interrogées sont insatisfaites par rapport aux mesures que vous avez prises et par rapport au dialogue que vous avez eu avec les syndicats. Et à ce sujet, un téléspectateur qui a une question à vous poser. Moi, c'est Koudougou Mathieu. J'appelle de Ouagadougou. Je voulais demander à Monsieur le Président du FASO pourquoi il y a eu augmentation des salaires des magistrats qui étaient déjà bien garnis en salaire. Et quand on prend les agents de la santé, de l'enseignement, quand vous rentrez dans les villages un peu reculés, vous voyez que réellement c'est des gens qui souffrent. Monsieur le Président, pourquoi augmenter le salaire des magistrats et pas pour les autres? Je voudrais dire simplement, comme je l'ai expliqué, que lorsque nous sommes arrivés et nous sommes venus trouver des dossiers qui étaient en cours, des engagements avaient été pris par l'État, aussi bien concernant la loi 081 que concernant les magistrats. Le constat que nous avons fait au moment de l'examen du budget, c'est que nous n'avons trouvé aucune trace, je dirais, d'une prévision concernant ces engagements de l'État. L'État est une continuité, comme on aime le répéter. C'est pourquoi nous avons tenu à respecter les décisions sur lesquelles des accords étaient déjà pris. Alors, maintenant, on peut apprécier ça diversement, mais je suis également conscient, comme il l'a dit, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des enseignants, qu'il y a des situations qui sont difficiles. C'est pourquoi déjà, nous avons instruit le ministre de la Santé de réfléchir à la fonction publique hospitalière pour que nous puissions, dans les années à venir, voir également qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais je veux dire que la seule limite de tout ce que nous pouvons faire, le travail du gouvernement, si nous pouvons augmenter les salaires, améliorer les conditions
on n'a aucun problème là-dessus. Mais la seule limite, c'est que chacun doit être véritablement à son poste de combat pour que nous puissions renforcer nos recettes propres. Parce que ce sur quoi nous payons nos salaires, c'est les recettes propres. Nous ne pouvons pas prendre l'argent qu'on nous donne pour financer des projets pour payer des salaires. Non seulement nous devons pouvoir payer les salaires, mais sur nos recettes propres, nous devons pouvoir faire des investissements. Et on a dit aujourd'hui, près de 45% de nos recettes propres, c'est des salaires. Alors, comment veut-on se développer dans ces conditions? C'est une question qu'il faut se poser. C'est pourquoi je voudrais dire que pour nous, si nous faisons l'effort de lutter contre les civismes fiscal, si nous faisons l'effort de lutter contre les détournements, la corruption et autres, si nous faisons l'effort qu'au niveau des impôts et de la douane, nous puissions faire entrer de l'argent et que nous progressions beaucoup en recettes, à ce moment-là, je pense que les points peuvent être examinés avec beaucoup plus de sérénité. Nous avons des engagements internationaux, nous avons des engagements nationaux, nous devons faire en sorte de pouvoir avoir, je dirais, quelque chose qui tient la route ensemble. Parce que c'est exactement ça que nous faisons. Et je voudrais dire que, en tout cas, j'apprécie la pertinence de sa question. Mais comme je dis, l'État ne peut faire, comme on dit, qu'avec les moyens dont il dispose. Avec nous sur ce plateau, Kaboré Lassani, qui est jeune entrepreneur, il a aussi une question à vous poser. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question est relative au financement des porteurs de projets. C'est ma question. Le financement des porteurs de projets, il y a deux types de financement à voir. Je pense premièrement, il y a les financements qui peuvent se faire parce que les moyens qui sont demandés n'excèdent pas 10 millions. On peut passer par les fonds, notamment le FAPE. Mais si nous voulons rentrer dans le cadre de financement qui concerne des petites et moyennes entreprises ou des petites et moyennes industries, en attendant que ce que nous avons également pris comme engagement, qui est de créer une banque qui va s'occuper de ça. Nous avions déjà eu des échanges avec le gouverneur de la BCEAO qui nous a dit qu'ils sont en train de mettre en place, à travers le système bancaire, des moyens pour le financement des petites et moyennes entreprises, des moyennes et petites industries. Peut-être que dans ce cadre, l'État aura pour rôle de mettre une sorte de garantie qui va permettre à l'examen des dossiers qui sont les plus porteurs en emploi et en gain, de pouvoir garantir ces projets-là pour permettre à nos jeunes entrepreneurs d'accéder au crédit et de le rembourser tout en créant des emplois. Comme je dis, vous savez, il y a des choses qui se font ici qui sont pertinentes, mais comme il n'y a pas beaucoup d'éclairage là-dessus, on ne se rend pas compte de ce que certaines personnes peuvent faire sur le plan du travail. Parce que, deux exemples simples. Vous avez quelqu'un qui a créé une usine qui fait de l'huile de soja. Non seulement il a un marché pour ça à l'extérieur, deuxièmement, tous les paysans qui sont dans les entourages cultivent en compte avec leur culture de soja, et les détritus du travail qui est fait servent également à l'élevage de poules comme aliment pour les poules. C'est une entreprise qui fonctionne, ça a un succès et ça montre qu'on peut avancer. Un autre exemple, vous avez des fonctionnaires également qui ont quitté leur boulot, qui sont allés se lancer dans l'élevage de poules pondeuses. Et j'en connais un, il a fait l'élevage de poules pondeuses pendant 3 ans. Il a eu son argent, il est en train de construire un lycée. Et il a décidé de rendre sa démission de la fonction publique pour s'atteler à son entreprise privée. C'est pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut savoir s'organiser, il faut savoir aimer ce qu'on fait,
Il faut savoir être déterminé à réussir. Et je pense que si vous avez les moyens, le succès est assuré. Mais ces dossiers-là, c'est des gens, je pense qu'il faut visiter et vraiment montrer le succès qu'ils ont eu pour que cela crée un déclic au niveau de la jeunesse, que quelles que soient les études qu'on fait, il n'y a jamais de saut-métier. C'est celui qui n'entreprend pas qui ne réussit pas. Alors, Monsieur le Président, nous allons prendre un téléspectateur qui nous suit certainement difficilement à Gaïri, puisqu'il a une question sur la réception de la RT. Très loin. Yolgo Joseph, j'appelle depuis Gaïri. Ma question donc s'adresse au président quant au droit à l'information. La province de la Commandiarie, érigée depuis 1996 jusqu'à présent, n'a pas la TNB. Il faut payer les images pour pouvoir suivre donc les informations de son pays jusqu'à l'heure où je vous parle. Moi, je veux savoir qu'est-ce que le président envisage pour cette province qui compte en tout cas plus de 100 000 habitants aujourd'hui. En tout cas, je voudrais dire que je connais bien Gaïri puisque j'y suis venu à une époque où, je dirais, l'école était en séco. Et depuis cette époque-là, il n'y avait déjà pas la TNB qui arrivait déjà là-bas. Et je pense que ça vaut déjà plus de 10 à 15 ans. Et bon, je pense que là, il y a vraiment une insuffisance fondamentale. Mais je voudrais simplement dire que grâce à la TNT, qui sera bientôt mise en œuvre au niveau du Burkina Faso, les premiers tests devront commencer cette année, mais la la généralisation devant se faire finalement vers la fin de l'année 2017, cela va permettre de résoudre un peu tous ces problèmes des localités qui sont auprès des frontières, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, que ce soit du côté du Mali, que ce soit du côté du Niger, qui finalement écoutent plus les informations de l'autre côté que les informations de leur pays. Je pense que ce n'est pas normal et les citoyens, il y a un devoir qu'ils soient informés et l'État doit prendre les dispositions pour que cela soit. Nous allons parler d'un autre secteur prioritaire. Dans votre programme, vous avez prévu d'atteindre un taux d'accès à l'eau potable de 100% en milieu urbain et rural et à 55,80% des personnes interrogées qui n'ont pas du tout confiance quant à la réalisation de cet objectif-là. Et à ce sujet, sur le site de prisimètre.bf, il y a un internaute aussi qui pose une question en rapport donc avec cette situation d'accès à l'eau potable. Le prisimètre.bf. Bonsoir, Monsieur le Président. Le problème d'eau est réel dans le Burkina, des campagnes que des villes. Le cas de Tenkodogo est plus que critique. Les habitants de cette ville boivent de l'eau boueuse. À quand la fin du problème d'eau potable au Burkina et les villes comme Tenkodogo en particulier? Je voudrais dire concernant l'eau potable que parfois j'écoute les réponses du présimètre qui dit nous n'avons pas confiance. Bon, nous ne savons pas sur quelle base on peut apprécier que cette possibilité. Nous avons dit que nous allons faire en sorte qu'il y ait corvée zéro pour les femmes au Burkina Faso en ce qui concerne l'eau potable. Nous avons dit effectivement que nous allons, durant les 5 ans, sur Ouaga et Bobo, augmenter le réseau pour pouvoir faire les connexions, créer des châteaux d'eau pour pouvoir stocker l'eau dans les périphéries et permettre effectivement que les Burkinabés puissent avoir accès à l'eau potable. Nous avons dit également que dans les provinces, parce qu'aujourd'hui, vous savez, statistiquement, quand on dit nombre de forages au Burkina Faso, on divise par le nombre de populations, on se dit, ah, ils sont bien dotés en eau. Mais finalement, quand vous voyez que sur le plan géospatial, la répartition n'est pas bonne. Et nous avons pris l'engagement de construire et de faire 1500 forages par an jusqu'en 2020. Nous avons dit que nous allons faire aussi des AEP pour permettre également de faire des petits châteaux dans les villages et des robinets qui leur permettent d'accéder
par les mini-connexions à l'eau potable. C'est pour dire que tout cela n'est pas impossible. Nous sommes aujourd'hui, au-delà du plan du candidat, le programme du candidat qui a bénéficié du soutien des populations, en train de rédiger le plan national de développement économique et social du Burkina, qui ne sont pas, je dirais, une somme de mesures, mais qui va traduire une politique que nous allons mener dans chaque secteur et qui va définir également les moyens par lesquels nous allons les réaliser. Parce que vous savez que le secteur de l'eau, beaucoup de bailleurs de fonds participent au financement du secteur de l'eau. Et nous, non seulement l'eau potable, nous devons l'assurer, mais également nous devons réfectionner, créer de nouveaux barrages pour permettre également aux femmes, aux jeunes de pouvoir faire des cultures de contre-saison et aux animaux également de pouvoir s'abreuver, puisque vous savez que le potentiel du Burkina, c'est l'agriculture et c'est l'élevage. C'est pour dire quand on dit non, je donne rendez-vous à 2020. Parce que je pense que ce n'est qu'à ce moment-là qu'on dira, le président avait dit qu'il allait amener l'eau, il n'a rien fait. Mais 100 jours, nous avons déjà commencé et nous avons lancé officiellement le premier forage dans la région de Koudou. Mais je voudrais dire que, contrairement à ce qui se passait avant, nous avons fait quand même des appels d'offres. Parce que nous ne pouvons pas courir dans la précipitation pour prendre des entreprises pour aller forer et les démarrages de l'ensemble des travaux, puisque nous sommes donc dans tous ces dépouillements. Et à partir donc du mois de mai, les travaux vont commencer sur toute l'étendue du territoire et dans les différentes régions. Alors, les travaux vont commencer. Simon Gongo, je pense que nous allons parler des délestages. Et il y a 62,2% des citoyens qui ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont cette question-là est gérée. Et à ce sujet, il y a un téléspectateur qui a une question à vous poser. Ouais. Je m'appelle Ouedraogo Salif. Je suis à Bobo-Dioulasso. À propos des groupes électrogènes qu'ils ont loués, moi je voulais savoir, est-ce que ce n'était pas mieux de payer que de louer? Le prix est élevé, même si on doit payer ça à crédit. Non, je voudrais rassurer M. Ouedraogo Salif que la première idée qui était de louer le groupe, c'est une idée que nous n'avons pas suivie. Nous ne l'avons pas suivie parce que, comme vous l'avez si bien dit, non seulement ça coûte cher, nous savons que nous avons un manque à gagner en mégawatts de l'ordre de 100 mégawatts et que nous devions travailler à ce qu'en 2017, nous puissions acquérir un 100 mégawatts qui nous permette d'être couverts sur le plan de l'énergie. Je voudrais simplement dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas de délestage, mais nous devons quand même apprécier que cette année, il y en a moins que d'habitude. Nous n'avons pas pris de groupes supplémentaires. Nous avons renforcé le potentiel des groupes qui étaient en panne. Nous avons demandé également à la Côte d'Ivoire d'augmenter le potentiel. Actuellement, c'est 50 mégawatts. Ils vont jusqu'à 70-80. En fonction, bien sûr, de leurs possibilités. De nos besoins actuels. Nous avons dit nous sommes dans un besoin qui est ponctuel, qui est dû à la période de chaleur. Donc, dans cette période-là, ils nous fournissent l'énergie. Donc, on n'aura plus de groupes, Monsieur le Président. Donc, les groupes que nous avons achetés, que nous avons dit que nous allons louer, c'est terminé. Okay. Mais je veux dire qu'on nous fait un mauvais procès parce que je considère, et je touche du bois, que pour l'instant, nous n'avons pas les délestages que nous avions il y a quelque temps. Deuxième aspect du problème, nous allons renforcer le potentiel de la Sonavel également par l'énergie solaire. Et nous allons mettre également en énergie solaire, dans des zones différentes, environ 80 mégawatts en tout. Nous avons un projet de l'UOMOA aussi de 20 mégawatts qui va se mettre en place. Sans compter ceux qui, de façon individuelle, pour les zones minières, etc., ont déjà lancé justement la mise en œuvre de l'énergie solaire. C'est pour dire que
Nous sommes conscients de ce que vous avez dit, M. Ouedraogo Salif, et je voudrais vous rassurer que si tout se passe normalement, à partir de l'année prochaine, 2017, le problème d'électricité sera un problème qui sera derrière nous. Alors, Monsieur le Président, on avait prévu cette émission pour 90 minutes. On nous annonce qu'on est à 1h30 pile de mission. Mais nous allons vous donner quelques chiffres pour vous donner une idée sur l'engouement qu'a suscité cette émission. Nous avons eu 281 tweets et posts sur Facebook. Nous avons eu 120 posts sur la plateforme Présimet BF et nous avons eu plus de 200 appels téléphoniques au cours de cette émission. Alors, la dernière question que nous allons vous poser, comment vous vous êtes senti justement et comment vous avez apprécié le déroulement de cette émission? En tout cas, je voudrais, comme je dis, réitérer toutes mes félicitations, aussi bien à la RTB qu'à Diaconia et à la CODEL, et dire que, comme je l'ai dit, c'est un dialogue citoyen que nous avons mené ce soir. En tant que chef d'État, je trouve que c'est quand même gratifiant d'avoir l'opportunité d'échanger avec les concitoyens sur leurs préoccupations. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt, je dirais, les sondages qui ont été faits par différentes institutions. C'est un sondage, le principe du sondage, je veux dire, c'est un élément nouveau dans le paysage politique burkinabé. Nous devons les encourager, les féliciter. Certainement qu'il y a des améliorations à faire. Il leur appartiendra de tirer eux aussi leurs enseignements. Nous considérons simplement que ce qui nous intéresse dans ce sondage-là, c'est que ce sondage-là soit un peu un guide pour une action, pour une amélioration du travail du gouvernement. Je voudrais rassurer les Burkinabés que nous avons une vision claire du développement de notre pays. Nous avons une vision claire également de ce que nous devons faire pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, pas des villes seulement. Parce que parfois, évidemment, nos discussions en ville, avec les syndicats, font que nous pensons que le Burkina s'arrête à Ouagadougou. Nous avons 17 millions de compatriotes qui vivent dans des conditions plus difficiles que nous. C'est pourquoi je dis chaque fois, notre rôle, c'est que nous devons avoir le dialogue social permanent, que ce soit avec les organisations syndicales, que ce soit avec les organisations de la société civile, un dialogue dans le respect mutuel. Chacun a son rôle, chacun a sa partition à jouer. Nous sommes dans un état de droit. Et la première qualité, justement, c'est le respect mutuel. Le gouvernement, en tout cas, ne ménagera aucun effort. Tout ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés, j'ai pris l'engagement de le faire. Et comme je l'ai dit, si je ne réussis pas ma mission, les Burkinabés me retireront leur confiance. Ce n'est pas plus compliqué. Et je pense que je ne donnerai pas cette occasion de ne pas réussir la mission qu'on m'a confiée. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Et encore une fois, vous remercier vraiment de cette belle opportunité en disant que, en tout cas, CODEL et Diaconia n'ont pas eu tort de me proposer et je ne regrette pas d'avoir accepté non plus. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à vous, puisque vous avez accepté pour la première fois, on l'a dit en début de mission, dans l'histoire du Burkina, de vous soumettre aux questions des téléspectateurs, des internautes qui ont posté, on l'a dit, plusieurs questions ici. Nous avions ici sur ce plateau donc animé ce débat avec Edmond Koulibaly de Impact TV. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Très certainement, nous aurons l'occasion de revenir sur ce plateau pour d'autres occasions, avec certainement des membres du gouvernement aussi, pourquoi pas. Mais en attendant, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTV. Merci beaucoup.